On vous a appris toute votre vie que garder, c'est aimer, que jeter, c'est trahir, que si vous vous débarrassez du service en porcelaine de votre grand-mère, c'est comme si vous jetiez sa mémoire à la poubelle. Eh bien, je vais vous dire quelque chose que personne dans ma génération n'ose dire à voix haute. C'est un mensonge. Le plus beau mensonge qu'on se raconte pour justifier le fait qu'on étouffe dans nos propres maisons. J'ai 84 ans. Et il m'a fallu tout ce temps pour comprendre que 5 catégories d'objets que je chérissais étaient en train de me voler ce qu'il me restait de liberté, d'espace et de paix. Le jour où je m'en suis séparée, je n'ai pas ressenti de la tristesse. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Mais je vous en parlerai dans un instant. D'abord, laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée là. Parce que si vous avez plus de 60 ans, je suis presque certaine que vous vivez exactement la même chose sans vous en rendre compte. Mon prénom, c'est Ginette. J'ai vécu 52 ans dans la même maison. Une maison dans laquelle j'ai élevé 3 enfants, où j'ai cuisiné des milliers de repas, où j'ai ri, pleuré, attendu, espéré. 52 ans, ça laisse des traces. Pas seulement sur les murs, surtout dans les placards. Pendant des décennies, j'ai accumulé. Pas par avarice, pas par folie, par amour. Chaque objet que je gardais, c'était un fil invisible qui me reliait à quelqu'un ou à un moment de ma vie. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ces fils sont devenus des chaînes. Ma maison était pleine, et moi, j'étais vide. Je me déplaçais entre les meubles comme une étrangère dans un musée dont j'étais la seule visiteuse. Mon fils aîné, Patrick, me disait parfois en riant « Maman, on dirait que tu vis dans une brocante. » Je souriais. Mais le soir, quand j'étais seule, je regardais autour de moi et je sentais un poids, pas sur mes épaules, dans ma poitrine, comme si chaque objet me demandait quelque chose, de me souvenir, de ne pas oublier, de rester fidèle. Et voici ce que personne ne vous dit. Ce poids-là, il ne vous tue pas d'un coup, il vous ralentit, jour après jour, jusqu'au matin où vous vous réveillez et vous réalisez que vous n'avez plus la force de rien. Pas parce que vous êtes malade, parce que votre maison vous épuise. Laissez-moi vous parler du premier objet, ou plutôt de la première catégorie d'objets, et c'est sans doute la plus difficile, les vêtements de mon mari. René est parti il y a 11 ans, un matin de novembre. Il s'est assis dans son fauteuil pour lire le journal, comme tous les jours, et il ne s'est pas relevé. Après l'enterrement, après les visites, après le silence qui s'est installé dans la maison comme un locataire que personne n'avait invité, j'ai fait ce que beaucoup de veuves font. J'ai gardé ses affaires, toutes ses affaires. Ses chemises étaient encore dans l'armoire, sa veste en velours côtelé, celle qu'il portait pour aller au marché le samedi, était toujours accrochée au porte-manteau de l'entrée. Ses chaussures étaient alignées près de la porte, comme s'il allait les enfiler pour sortir promener le chien. Pendant 11 ans, j'ai vécu avec les vêtements d'un homme qui n'était plus là. Et vous savez ce qui m'a le plus surprise ? Ce n'est pas que je les gardais par amour, c'est que je les gardais par peur. Peur que si je les enlevais, René disparaîtrait vraiment. Comme si ces chemises étaient la dernière preuve qu'il avait existé, qu'on avait existé ensemble. Alors je ne touchais à rien. La veste sentait encore un peu son eau de Cologne les premiers mois. Puis elle a senti le renfermer. Puis plus rien du tout. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de brutal. L'odeur de René avait disparu depuis des années. Mais moi, je continuais à vivre autour de ses vêtements, comme s'il allait revenir. Je ne faisais pas mon deuil, je l'empêchais. Un après-midi, ma voisine Hélène est venue prendre le café. Hélène a perdu son mari 2 ans avant moi. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit « Ginette, tu sais pourquoi tu es fatiguée tout le temps ? Parce que tu portes le deuil de René dans chaque pièce de cette maison. Tu ne vis pas ici, tu veilles. » Ça m'a fait l'effet d'une gifle.
parce que c'était vrai. Je veillais, comme on veille un mort. Sauf que le mort, c'était aussi un peu moi. Ce jour-là, j'ai pris une décision. J'ai commencé par la veste en velours. Je l'ai tenue contre moi pendant une longue minute. J'ai fermé les yeux. Et j'ai dit merci. Pas merci à la veste, merci à René. Pour les samedis au marché, pour les promenades. Pour les 47 ans qu'on a passés ensemble. Et puis je l'ai pliée et je l'ai mise dans un sac. J'ai gardé une seule chose, sa montre, celle qu'il portait tous les jours, parce qu'elle tient dans ma poche, parce qu'elle ne prend pas de place, et parce que quand je la touche, je le retrouve sans m'effondrer. Honnêtement, le jour où j'ai vidé cette armoire, j'ai pleuré. Bien sûr que j'ai pleuré. Mais c'était des larmes différentes. C'était des larmes de libération. Comme si je disais enfin à René, tu peux partir. Tu es dans mon cœur, pas dans ce placard. Si vous avez chez vous les vêtements de quelqu'un qui est parti, je ne vous dis pas de tout jeter demain. Je vous dis de vous poser une question honnête. Est-ce que ces vêtements vous réconfortent ou est-ce qu'ils vous empêchent d'avancer? La réponse, vous la connaissez déjà. Vous avez juste peur de l'admettre. Le deuxième objet m'a pris encore plus de temps à comprendre, parce que celui-là, il était caché derrière une excuse parfaite, le service en porcelaine. Vous savez de quoi je parle? Ce service magnifique, 12 assiettes, 12 tasses, la soupière, les plats de présentation, celui qu'on sort pour les grandes occasions. Le problème, c'est ça, les grandes occasions. Elles ne viennent jamais, ou plutôt, elles ne viennent plus. J'avais un service de porcelaine de Limoges que ma belle-mère m'avait offert pour mon mariage en 1962. 62 ans. Pendant 62 ans, ce service est resté dans le buffet du salon, derrière les portes vitrées, comme une relique sacrée. Je l'ai utilisé peut-être 10 fois dans ma vie. Noël, un baptême, un anniversaire de mariage rond. Le reste du temps, il attendait. Et moi aussi, d'une certaine manière. J'attendais la prochaine grande occasion pour le sortir. Mais vous savez ce qui arrive quand on a 84 ans? On arrête d'attendre. Parce qu'on comprend que chaque matin où on se réveille, c'est déjà une grande occasion. Un mardi matin, sans raison particulière, j'ai ouvert le buffet. J'ai sorti une des tasses en porcelaine. Et j'ai bu mon café dedans. Toute seule, à ma table de cuisine. Et c'était beau. Pas parce que la tasse était belle, parce que je me donnais enfin la permission de l'utiliser. Et là, une pensée m'a traversée. À quoi bon garder 12 tasses quand on ne boit plus le café qu'à 2 avec Hélène? À quoi bon garder une soupière pour 12 personnes quand le dernier repas de famille complet remonte à 5 ans? J'ai gardé 2 tasses, 2 assiettes, un plat. Le reste, je l'ai donné à ma petite fille Élodie, qui venait d'emménager dans son premier appartement. Et quand elle a reçu ses assiettes, ses yeux se sont illuminés. Elle m'a dit « Mamie, je vais les utiliser tous les jours. » Tous les jours, pas pour les grandes occasions, tous les jours. Ce service qui dormait derrière une vitre depuis 60 ans allait enfin servir à quelque chose. Et voici ce que personne ne vous dit sur la porcelaine, sur les verres en cristal, sur les nappes brodées. En les gardant pour un jour spécial qui ne vient jamais, vous les condamnez à mourir dans un placard. Et vous vous condamnez à vivre en dessous de ce que vous méritez. Utilisez vos belles choses maintenant, ou donnez-les à quelqu'un qui le fera. Avant de vous parler du troisième objet, je veux vous dire quelque chose. Si ce que je raconte vous touche, si vous reconnaissez votre propre maison dans mes mots, si vous sentez ce poids dont je parle, alors laissez-moi un commentaire. Dites-moi quel objet vous n'arrivez pas à lâcher. Parce que le simple fait de l'écrire, de le nommer, c'est déjà un premier pas. Et abonnez-vous si vous avez besoin d'entendre qu'il est encore temps de changer des choses,
même à notre âge. Surtout à notre âge. Le troisième objet, les meubles. Celui-là, je sais qu'il va faire réagir. Parce que pour notre génération, un meuble, c'est sacré. On n'achète pas un buffet pour 10 ans, on l'achète pour la vie. Et parfois pour la vie de nos enfants après nous. Dans mon salon, il y avait une commode. Une grande commode en noyer, lourde comme un cercueil. Elle avait appartenu à ma mère, qui l'avait reçue de sa mère à elle. 3 générations. Cette commode, personne n'avait le droit d'y toucher. Elle était là depuis toujours. Comme les murs, comme le plancher. Le problème, c'est qu'elle prenait la moitié du couloir. Je devais me tourner de côté pour passer. Avec mes hanches qui ne sont plus ce qu'elles étaient, c'était devenu un exercice d'équilibre quotidien. Un matin, j'ai glissé en essayant de la contourner. Je ne suis pas tombée, mais j'aurais pu. Et à 84 ans, une chute, ce n'est pas un incident. C'est un tournant. Ce jour-là, j'ai appelé Patrick. Je lui ai dit « Viens chercher la commode de ta grand-mère ». Il y a eu un silence au téléphone. Puis il m'a dit « Tu es sûre, maman ?» J'ai dit « Mon fils, cette commode a plus de place dans ma maison que moi. Il faut que ça change. » Il est venu le week-end suivant, avec son fils de 26 ans. À eux deux, ils ont eu du mal à la soulever. Et moi, je les regardais et je me suis dit « Comment ai-je pu vivre pendant des années à côté d'un meuble qui m'empêchait littéralement de passer ?» Je ne comprenais pas à l'époque, mais je le comprends maintenant. On garde les meubles par loyauté. Loyauté envers nos parents, envers leur mémoire, envers l'idée qu'on se fait de la famille. Mais la loyauté envers un meuble ne devrait jamais passer avant la loyauté envers soi-même. Quand la commode est partie, le couloir est devenu immense, lumineux. Je pouvais passer sans me tourner, sans avoir peur. Et quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai commencé à marcher plus dans la maison, à bouger plus, comme si l'espace physique avait libéré de l'espace dans mon corps aussi. Regardez chez vous, regardez vos meubles. Est-ce qu'ils vous servent ou est-ce que c'est vous qui les servez, en nettoyant autour, en vous faufilant entre, en les protégeant comme des monuments? Un meuble qui vous empêche de vivre chez vous n'est plus un meuble, c'est un obstacle. Le quatrième objet, je l'ai découvert par accident, les papiers. Vous n'imaginez pas ce que j'ai trouvé quand j'ai commencé à trier. Des relevés bancaires de 1987, des factures d'électricité de la maison d'avant, des ordonnances médicales pour des médicaments que je n'ai pas pris depuis 20 ans, des garanties d'appareils électroménagers qui n'existent plus, des courriers administratifs dont l'objet n'avait plus aucun sens. J'avais 4 tiroirs entiers remplis de papier, 4 tiroirs que je n'ouvrais jamais, mais que je gardais au cas où. Au cas où quoi? Personne ne viendra jamais me demander ma facture de téléphone de 1994. Personne. Mais le pire, ce n'était pas les papiers administratifs. Le pire, c'était les lettres. J'avais gardé des lettres de gens que j'avais oubliés. Des cartes de vœux de collègues dont je ne me souvenais même plus du visage. Des invitations à des mariages de personnes que je n'avais pas revues depuis 30 ans. Et au milieu de tout ça, noyé dans cette montagne de papier inutile, il y avait les lettres de René. Ces vraies lettres. Celles qu'il m'avait écrites quand il faisait son service militaire. Celles qu'il m'envoyait de ses déplacements professionnels. Des lettres tendres, maladroites, pleines de fautes d'orthographe et d'amour. Et elles étaient mélangées avec des publicités pour des meubles de jardin. Ça m'a mise en colère, contre moi-même. En gardant tout, je n'avais rien protégé. Les choses qui comptaient vraiment étaient enfouies sous des montagnes de choses sans importance. J'ai tout trié. Ça m'a pris 3 jours. J'ai jeté 4 sacs poubelles de papier. Et j'ai gardé les lettres de René dans une petite boîte en bois
sur ma table de nuit, là où je peux les toucher quand j'en ai besoin, pas enfouies dans un tiroir, pas enterrées vivantes. Je vais vous dire quelque chose d'important. Quand vous gardez tout, vous ne protégez rien. Les souvenirs qui comptent se noient dans le bruit. Triez, pas pour jeter, pour retrouver ce qui mérite vraiment d'être gardé. Et maintenant, le 5e objet. Celui-là est le plus sournois, parce qu'il est enveloppé dans la politesse et dans la culpabilité. Les cadeaux. Les cadeaux qu'on vous a offerts et que vous n'avez jamais aimés, mais que vous gardez parce que vous avez peur de blesser la personne qui vous les a donnés. J'avais une étagère entière de ces objets-là. Un vase vert que ma belle-sœur m'avait offert en 1998 et que je trouvais hideux. Un cadre photo en forme de cœur avec des strass, offert par une collègue dont je n'ai plus de nouvelles. Une statuette de chat en céramique que quelqu'un m'avait ramenée du Portugal et qui me regardait depuis 20 ans avec ses yeux vides. Et le pire de tout, un tableau. Un tableau immense, peint par une amie de ma fille, que ma fille m'avait offert pour mes 70 ans. Ce tableau, il était accroché dans mon salon depuis 14 ans, et chaque jour, je le regardais et je le trouvais laid. Chaque jour. Pendant 14 ans. Mais je ne disais rien, parce qu'on ne critique pas un cadeau, parce qu'on ne dit pas la vérité sur un cadeau, parce que dans ma génération, on dit merci, on sourit, et on l'accroche au mur, même si ça nous enlaidit la vie. Honnêtement, c'est de la folie quand on y pense. Vous vivez dans votre propre maison, et vous n'osez pas décider ce qui va sur vos propres murs. Vous laissez les autres décorer votre quotidien par politesse. Un jour, ma fille Catherine est venue déjeuner. On mangeait en silence et j'ai regardé le tableau. Et sans réfléchir, j'ai dit « Catherine, ce tableau, je ne l'ai jamais aimé. » Elle a posé sa fourchette, elle m'a regardée. Et elle a éclaté de rire. Elle m'a dit « Maman, moi non plus je ne l'ai jamais aimé. Je ne savais pas quoi t'offrir et c'est mon ami qui m'avait dit que c'était bien, pour une personne de ta génération. » On a ri toutes les deux, et après le déjeuner, on a décroché le tableau ensemble. Le mur était plus clair en dessous, là où la peinture n'avait pas été exposée au soleil pendant 14 ans. Un rectangle blanc sur un mur jauni. Et ce rectangle vide était plus beau que n'importe quel tableau. Parce qu'il était à moi, c'était mon choix. Vous savez ce qui m'a le plus surprise dans tout ce processus ? Ce n'est pas la tristesse. Tout le monde s'attend à la tristesse quand on se sépare des choses. Mais la tristesse est passagère. Ce qui m'a surprise, c'est la légèreté. Une légèreté physique, presque. Comme si on m'avait enlevé un manteau que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'il était là. Ma maison est devenue plus grande. Je n'ai pas déménagé. Je n'ai pas abattu de cloison. J'ai simplement enlevé des choses, et l'espace est apparu. Et avec l'espace, quelque chose d'autre est apparu, de la place pour le présent. Avant, quand je m'asseyais dans mon salon, je voyais le passé partout. Les vêtements de René, la commode de ma mère, le vase de ma belle-sœur, le service de ma belle-mère. J'étais entourée de gens qui n'étaient plus là et de moments qui ne reviendraient plus. Maintenant, quand je m'assois dans mon salon, je vois ma tasse préférée sur la table, un livre que je suis en train de lire. La lumière qui entre par la fenêtre du couloir, parce qu'il n'y a plus de commode pour la bloquer. Je vois ma vie, celle d'aujourd'hui, pas celle d'hier. Et voici ce que personne ne vous dit sur le fait de vieillir avec trop d'objets. Ce n'est pas un problème de rangement, c'est un problème émotionnel. Chaque objet que vous gardez par culpabilité, par peur ou par loyauté envers le passé est un petit poids que vous portez. Un seul, ça va. 10,
ça commence à peser. 100, et vous ne comprenez plus pourquoi vous êtes si fatigué le matin. Je ne vous dis pas de vider votre maison. Je ne vous dis pas de tout donner et de vivre dans le vide. Je vous dis de choisir consciemment ce qui reste et ce qui part, de garder ce qui vous fait sourire et de laisser partir ce qui vous fait soupirer. La montre de René me fait sourire. Ses 23 chemises me faisaient soupirer. Le choix était clair. Il a juste fallu 11 ans et une phrase d'Hélène pour que je le voie. On me demande parfois si je regrette. Si la nuit je me réveille en pensant à la commode de ma mère, au service en porcelaine, aux chemises. La réponse est non, pas une seule fois. Ce que je regrette, c'est d'avoir attendu si longtemps. Toutes ces années où j'ai vécu dans un musée au lieu de vivre dans une maison. Toutes ces années où j'ai été la gardienne d'objets au lieu d'être la propriétaire de ma vie. Si vous avez 60, 70, 80 ans et que votre maison vous pèse, écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en un jour. Commencez par un tiroir, un seul. Ouvrez-le. Regardez ce qu'il y a dedans. Et demandez-vous pour chaque objet, est-ce que je le garde pour moi ou est-ce que je le garde pour quelqu'un qui n'est plus là? Pour une version de moi qui n'existe plus ou pour une occasion qui ne viendra jamais? Si la réponse vous fait mal, c'est que vous êtes sur le bon chemin. J'ai 84 ans et ma maison respire enfin. Et moi aussi. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Votre sœur, votre amie, votre voisine. Cette personne qui vit entourée de souvenirs et qui ne comprend pas pourquoi elle se sent si lourde. Abonnez-vous à cette chaîne si vous croyez qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Et laissez-moi un commentaire. Quel est l'objet que vous gardez depuis trop longtemps et que vous savez, au fond de vous, qu'il est temps de laisser partir? Dites-le moi. Parce que le jour où vous le nommez, il perd son pouvoir sur vous. On ne trahit pas les morts en rangeant leurs affaires. On les trahit en arrêtant de vivre.